Fidèles amis de la chaîne citoyenne, bonjour. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un thème qui touche à la fois notre culture, notre identité et nos valeurs. Le rapatriement des dépouilles mortelles est une pratique courante dans nos sociétés, mais elle pose des questions importantes sur la dignité, la mémoire, les coûts pour les communautés tant urbaines que rurales. Beaucoup de dépouilles mortelles sont rapatriées chaque jour dans nos villages. Mais quels sont les impacts de ce phénomène sur les communautés? Est-ce un geste de dignité ou une charge pour les communautés? Quelle importance les familles accordent-elles au rapatriement des dépouilles mortelles? Qu'est-ce que la mort signifie pour nous? Est-ce le lieu de la sépulture est important pour notre identité et notre mémoire? Qu'est-ce que ce geste traduit? Est-ce que ce geste traduit la dernière volonté du défunt ou de la défunte ou une simple décision de la famille? Nous allons ensemble explorer ces questions avec nos invités et essayer de comprendre les enjeux et les implications de cette pratique. Chers invités, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Merci. Merci. Nous avons sur ce plateau le professeur Avoxuma Jona Achenemu. Bonjour. Bonjour, M. Pongo. Vous êtes écrivain, enseignant, chercheur, pluridisciplinaire. Je ne sais pas, est-ce que je vous présente bien pour ce débat? Oui, bon, je suis enseignant et je suis peut-être pas un spécialiste des morts, mais j'ai produit quand même un livre intitulé « Même si mes yeux pleuraient, mes larmes ne couleraient pas », donc qui aborde un peu tous ces aspects-là, à la fois économiques, politiques et sociologiques. Voilà. On attend tout à l'heure ce que vous allez nous produire pour ce débat. Docteur Toglo Ala, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de département de sociologie à l'université de N'Djamena. Nous avons aussi Mohamed Garba. Bonjour. Bonjour. Comment je peux vous appeler? Chef de race, chef de communauté? Comme vous voulez. Appelez-moi comme vous voulez. Sinon, communément, on nous appelle chef de race. Alors qu'on a une seule race? C'est pas grave. D'accord. Mettez ça dans votre jargon. D'accord. Notre dernier invité est Amoula Toua Golbey Robert. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Généralement, on dit que les hommes politiques sont souvent à l'origine de cette question de rapatriement. J'espère bien que vous aurez des exemples à nous développer tout à l'heure. Oui, merci. Je tiens à saluer tout et chacun sur le plateau et aussi les spectateurs pour cette journée. Que la grâce divine soit pour tout le monde. D'accord. Alors déjà, la première question, je vais m'adresser aux sociologues. Qu'est-ce que signifie la mort du point de vue sociologique? Merci pour la question. Nous sommes là pour voir pourquoi on rapatrie les corps dans les villages. Et donc, nous allons nous appuyer sur la conception de la mort même, de façon générale, dans nos sociétés africaines. C'est partout, on dit que les morts ne sont pas morts. Donc, même ceux qui sont morts, ils ont besoin d'être proches des siens, de leur communauté. Parce que dans les villages, moi dans mon village, on disait souvent ceux des tombes. Hein? Ou alors on dit les revenants, ou alors les blancs. Parce que dans nos sociétés, il n'y avait pas de blanc. Donc un blanc, c'est un diable. C'est quelqu'un d'anormal. Et donc, on vit avec ceux-là. Hein? Donc, même au plan général, je crois que partout, les morts ne sont pas morts. Quand on voit aussi, pendant la fête de Toussaint, les gens vont dans des cimetières. Et ça, on dit que c'est européen. Mais je ne vois pas la différence entre ce que nos parents font et ce que ceux-là font. Parce que tous vont au cimetière. Il y en a même qui apportent des repas. Alors que chez nous, parfois, on égorge des poules, des chèvres, etc., etc. Donc, c'est ce que je peux vous dire d'abord par rapport à la mort. Donc, ils sont là avec nous. D'accord. En tant qu'écrivain, professeur, quelle est votre lecture de la mort? Pour moi, la mort est tout à fait naturelle. On meurt comme on est. Autant il y a la naissance, autant il y a la mort. C'est-à-dire que tout ce qui monte et redescend. Nous commençons par
ne pas être, on finit par l'être et on cesse d'être. Donc pour moi, la mort, c'est vraiment tout à fait naturel, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et là où je n'ai pas toujours compris, c'est pourquoi on a toujours peur de la mort, tout en sachant que d'une façon ou d'une autre, on va quand même mourir. N'importe qui va mourir. Tout meurt, y compris les civilisations. Même les grandes civilisations qui ont disparu. Aujourd'hui, vous allez en Égypte, vous allez vous rendre compte que tout ce qui reste, c'est la tombe. Et on va peut-être revenir là-dessus. Et les premiers habitants, ils ne sont pas là. Si vous partez en Israël, vous vous rendrez compte que ceux qui sont là aujourd'hui, qu'on appelle des Juifs et autres, n'étaient peut-être pas ceux-là avant. Il y a 2000 ans ou c'est pas au-delà. Donc pour moi, c'est... il y a un lien intergénérationnel, bien sûr, mais il y a toujours ces éléments de continuité. Heureusement qu'il y a la mort pour moi. Heureusement. Parce que, autrement dit, on allait être là éternellement sur Terre et je me pose la question de savoir s'il devait avoir assez de place pour tout le monde. D'accord. Voilà, merci. Mohamed Garba, vous êtes le chef de race. Quelle importance les communautés accordent-elles au rapatriement des corps? Parce qu'en N'Djamena, chaque jour, quand nous voyons, il y a des corps qui sortent pour aller vers le sud généralement. Pourquoi cette pratique? Pourquoi ne peut-on pas enterrer les morts ici et on veut toujours rapatrier les morts? Merci, Diboulo, pour cette question qui est, disons, posée même à chacun de nous, parce que chacun de nous a une fois au moins rapatrié un corps à la maison, au village. Pour le moment, on attend d'abord votre avis en tant que chef de communauté. Comme l'ont défini si bien les prédécesseurs, c'est quand même la disparition d'un être cher ailleurs sur notre territoire et qu'on ne peut pas laisser ces restes-là loin de nous, même bibliquement même. On avait toujours conduit les restes là quelque part, là où étaient parents, grands-parents, on avait toujours regardé le corps quelque part, là où il y avait la famille. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas dans nos communautés seulement aujourd'hui qu'on commence par rapatrier le corps. Et vous savez que lorsque nous perdons un être qui est cher, nous aimerions bien garder les souvenirs, garder, disons, ces restes quelque part pour nous rappeler toujours. Et là, notre communauté, bon, c'est vrai, hein, si vous avez... Nous, par contre, lorsque quelqu'un meurt, on l'enterre devant le portail, hein. On a toujours un souvenir. Et s'il y a beaucoup de tombes, on quitte. On déménage pour aller ailleurs parce que parfois, ça nous torture, ça nous gêne. Mais nous avons quand même le souvenir que notre parent, là, ses restes sont là quelque part à côté de nous. Et si nous amenons, si nous conduisons tous les jours, presque chaque jour, le corps au village, parce que c'est important que les enfants et les autres générations puissent savoir que telle famille avait perdu telle autre et voici sa tombe. Et parfois on va vous dire, mais vous êtes de tel village, mais où est la tombe de votre grand-père? Vous voyez, c'est important. Quelquefois on vous dit ça, vous avez laissé, si vous étiez capable, vous n'auriez pas dû enterrer votre parent là, loin de sa terre natale. Compte tenu de tous ces raisonnements, nous amenons pas tous les corps au village. Il y a certains corps qu'on conduit au village et d'autres on les enterre sur place. D'accord, on viendra dessus. Quels sont les corps qui doivent être rapatriés et lesquels qui doivent être enterrés? En attendant, je me tourne vers le député. Je rappelle aussi, vous n'êtes pas seulement député, mais vous êtes aussi chef de parti politique. Et il est de coutume qu'ici, en N'Djamena, c'est vous, les hommes politiques, qui, pour des intérêts que vous seuls connaissez, qui êtes à l'origine de cette question de rapatriement. Qu'est-ce que cela est d'importance pour vous et pour les communautés? Ok, merci. Comme les grands éminents professeurs et docteurs viennent de dire, pour moi, d'abord, la mort, c'est un changement de camp. On a deux camps, pour les vivants et pour le mort. Et on sait qu'en changeant les deux camps, on est toujours vivant. Et vous savez qu'il y a c'est normal pour moi de rapatrier le corps au village, malgré que nous, ça nous pose, nous les députés ou les hommes politiques, ça pose vraiment énormément de problèmes sur nous pour emprunter les véhicules, mettre le moyen. Ça nous coûte énormément cher, mais aussi ça traduit la valeur que nous accordons à notre disparu.
Et il y a des gens qui s'opposent. Non, la terre, c'est la terre, il faut qu'on les enterre. Mais, or, il y a en Inde, jusqu'à aujourd'hui, nous, même qu'à soit musulmans ou chrétiens, on est venus, on a trouvé, cette civilisation est venue nous trouver. Et entre-temps, nous avons notre civilisation et notre culture que nous sommes rattachés aux gens, à nos parents qui ont disparu. À chaque fois, je viens, ça c'est la tombe de mon grand-père, ça c'est la tombe de... Et ça me rattache à mon village natal. Mais on va voir que peut-être, pour moi, s'il y a le moyen financier, parce que pour ramener, il faut avoir le moyen, il faut le ramener auprès. Même en Inde, aujourd'hui, quand on enterre quelqu'un, chaque 3 ans, on fait sortir le corps, on dirait, et on l'expose pour dire qu'on va communier avec nos ancêtres. Mais pourquoi nous aussi? À Madagascar, en Inde, si vous tapez sur les réseaux sociaux, sur et Indonésie. Très bien, voilà. Donc, et quand vous voyez comment même au Ghana, quand quelqu'un est mort, on est s'il est un tailleur, on le pose à la position de tailleur, ça signifie qu'il est vivant, il est en train de nous regarder. Donc, pour moi, amener un corps au village, c'est la dignité d'abord. Mais avec vos histoires, ce qui me fait, quand on parle aujourd'hui de répatriement, ma maman était décédée où on n'avait pas de moyens, on était vraiment misérables comme des rats de l'église et on l'a enterré à Walia. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dans le projet de le corps de mon papa, de ma maman est ramené au village, quelle que soit la durée du temps, si je vis. Et voilà, donc ça fait que nous sommes rattachés à ça. Et nous demandons aussi, ce n'est pas... Quand tu vas au village, on dit que c'est grâce à telle personne que le corps est venu. Ça donne aussi le point en politique, même aussi dans le domaine social. D'accord. Voilà. Docteur Toklo, en écoutant le député parler, il a un projet de rapatrier le corps de sa mère qui est enterrée ici à Walia depuis longtemps. Est-ce que sociologiquement ce rapatriement de corps s'explique dans nos communautés tchadiennes? Bon, au plan international, ça se fait. Mais chez nous, quand c'est déjà enterré là, bon, rarement on exige. Quand peut-être on vient d'enterrer à 2 ou 3 jours avant, il y a des villages qui venaient pour revendiquer que ce n'est pas ici que le corps doit être enterré. Mais par rapport au rapatriement des corps, je crois que c'est une dimension très importante de notre culture. Au village, les tombes ne sont pas loin des habitations. Donc chaque jour, on peut voir que ça c'est la tombe d'un tel. Et ça veut dire qu'on communie avec cette personne-là. On peut se souvenir de ses conseils et dire aux autres, voilà, celui-là, il était tel, tel, tel. Alors que quand nous sommes ici à N'Djamena, par exemple en 2023, on va enterrer à Etena là-bas, ou même à Toukra. C'est comme si on a jeté. C'est rare de passer là-bas. Hein? C'est rare. Alors que, comme on dit, là, les gens vivent en communion avec les morts. Et ils ont besoin de les voir, ou du moins de voir la tombe. Et ça, c'est très important. Et ceux qui ont les moyens peuvent le faire. Parce qu'ici, il n'y a pas de garantie. C'est comme nous avons vu pour le logement d'Abena, là. Ah oui. On avait exhumé les corps. Et ça fait mal. Quand vous avez peut-être votre père, ou votre mère, ou votre enfant, et on transforme la tombe en un lieu de commerce, ou bien en un lieu de ceci, cela, mais ça va vous faire mal. Et donc, pour éviter ces choses-là, on amène les corps au village pour rester proche de leur communauté. Et ça sert aussi de leçon pour les autres. C'était en termes de souvenirs. Donc c'est pour cela que les gens préfèrent rapatrier les corps, à mon avis. D'accord. Quand nous prenons l'exemple de N'Djamena, il y a certaines familles qui sont venues à N'Djamena depuis longtemps. Ils ont donné naissance à des enfants qui sont devenus eux-mêmes chefs de famille, mais qui n'ont jamais mis pied au village. Et pour ces genres de personnes, on va rapatrier leur corps au village. Ils n'ont aucun attachement avec leur village. Est-ce que les villages sont-ils là pour seulement recevoir des corps? Tu étais cadre dans ce pays, tu n'as rien fait pour ton village, tu meurs, on dit qu'il faut ramener au village. Est-ce que le village n'a besoin que de mort, professeur?
Non, moi je voulais d'abord revenir un tout petit peu en arrière. Oui, Ce phénomène de rapatriement des corps n'est pas que l'apanage des politiques. Ok. C'est vraiment un problème de communauté. C'est-à-dire que lorsque vous avez une grande communauté, elle s'organise un moment en disant, bon, ce corps, on va l'amener au village. Mais si par bonheur, on a un député dans la famille et qu'il a un véhicule, bon, on en profite. Hein, ça, c'est clair. Le problème de rapatriement de corps est d'abord lié, culturellement parlant, à des souvenirs, à des habitudes culturelles. Ça a toujours été comme ça. Nous, notre société, elle est patriarcale. Donc, tout individu adulte, quand il est décédé, il faut qu'il soit enterré sur la terre de ses parents à côté des siens. Évidemment, il y a quand même une petite exception. Quand c'est un enfant, etc., peut-être que ce n'est pas obligatoire, sauf pour certaines personnes. Mais autrement dit, pour ceux qui sont des adultes, on a besoin de cet élément-là. Que vous repartiez dans la Bible ou que vous alliez dans nos propres coutumes, ces phénomènes ont toujours existé. Vous allez chez les Ngambais ou chez les Sara, si c'est une femme qui est décédée, eh ben, elle va être enterrée qu'auprès de leur propre famille à eux, ce qui est totalement différent chez les Moussés ou chez les Bananas, parce que chez nous, quand on marie une femme, ben, le jour où elle décède, elle sera enterrée sur la tête de son mari. Donc, au-delà de tous ces phénomènes-là, effectivement, il y a d'autres considérations qui sont des considérations économiques et autres. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire ou pas? Mais moi, je suis convaincu que sur le plan traditionnel, c'est une pratique qui en vaut vraiment la peine. Parce que si vous laissez le corps de quelqu'un quelque part, d'ailleurs, si un individu n'a jamais été enterré, tout le monde dit que son deuil n'a pas été fait. Et c'est pour ça qu'on se bat, rendez-nous le corps ou rendez-nous ses ossements pour qu'on puisse faire le deuil. Et c'est vraiment important. Okay. Mais il y a eu beaucoup d'exemples où les villageois eux-mêmes se sont fâchés parce qu'on leur amène le corps de quelqu'un qui a été un cadre de ce pays, mais ils n'ont jamais vu sa présence auprès d'eux, il n'a rien réalisé. C'est conjoncturel. Voilà. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont des comportements qui sont asociaux. C'est-à-dire quand ils sont en ville, pendant tout le temps qu'ils étaient bien placés, ils n'ont jamais pensé au village. Ils n'ont pas fait une maison là-bas, ils n'ont pas un champ là-bas, ils n'ont aidé personne. Donc ce qui fait que le jour où vous décédez et qu'on ramène votre corps, ben, les villageois, ils s'énervent un coup. Et d'ailleurs, chaque fois que vous venez avec le corps, généralement c'est en week-end, on vient le vendredi soir, on t'enterre samedi, le temps qu'on mette le corps, tout le monde est déjà parti. Et la famille, elle est ici en N'Djamena et le corps, lui, il est au village. Il n'y a personne qui part là-bas. Mais quand on le fait quand même, c'est à cause des souvenirs, à cause de l'attachement, à cause de la terre. Et vous allez vous rendre compte que, en fait, le jour où vous voulez réclamer quelque chose dans le village, on va vous dire, mais est-ce que vous êtes d'ici? Et vous vous dites, cette tombe, c'est celle de mon père, celle de mon grand-père, etc., etc. Donc, il y a quand même ces sentiments d'appartenance qui fait que si on veut s'investir dans le futur, on a vraiment intérêt à pratiquer cette culture-là, qui, à mon point de vue, est très économiquement pose problème, c'est vrai, mais sociologiquement ou culturellement parlant, ça peut s'expliquer. D'accord. M. Mamad Garba, vous êtes chef de race, vous gérez au quotidien cette question. Quelle est votre lecture de cette situation de rapatriement le corps? Est-ce que tous les corps doivent-ils être rapatriés dans nos villages? Merci. Je crois que répondre à cette question, c'est dire qu'en principe, si c'est un corps qui a de la valeur, il doit repartir nécessairement au village. Parce que, comme on l'a dit, y a-t-il des corps qui ont des valeurs et d'autres non? Oui, dans tous les cas, moi j'ai un oncle paternel qui a l'habitude de dire qu'un cadavre n'a pas honte, que vous le brûlez ou vous le jetez dans l'eau, c'est un cadavre. Oui. D'accord, poursuivez. Bon, c'est pour dire qu'il y a des gens qu'on ne peut pas enterrer n'importe où. Nous prenons le cas sur le plan national, nous prenons par exemple le président Tomanbaye. Est-ce que vous pensez que même s'il était tué ailleurs, vous pensez qu'on allait l'inhumer là-bas? On allait toujours chercher sa famille là, pour son lieu de naissance, pour
garder ces restes-là. Tout comme les autres chefs des partis ou les personnes respectables, là, nationales ou internationales, on a toujours fait comme ça pour elles. Mais pour les autres aussi dans nos familles, là, on sait que tel type a de la considération et on doit normalement aller l'enterrer chez lui pour, comme l'a dit si bien le professeur, c'est un repère. Comme je l'ai aussi dit bien avant, j'ai entendu un parent dire que si tu es de la famille, montre-moi la tombe de ton père. Parce que simplement son père était parti chez ses oncles et il a trouvé la mort là-bas. Et quand on l'a inhumé là-bas, on a dit non, si tu étais capable, tu devais ramener le corps de ton père ici. C'est ce qui fait dire au docteur Moula qui va ramener le corps de sa maman au village certainement. Donc c'est comme ça que on prend la décision de dire, on prend les devants pour dire, bon, c'est quand même une personnalité, un parent qui mérite d'être enterré, inhumé dans son village ou dans une localité qui lui appartient. Vous l'avez si bien dit, les cadres, ceux qu'on appelait cadres et qui n'ont pas eu de repères, disons, qui n'ont pas eu de concession de maison et qui avaient coupé les liens avec la famille, ceux-là, généralement, on va, comme l'a si bien expliqué le professeur, on dépose le corps sous un manguier ou un arbre ou bien à l'église quelque part et rapidement on se précipite pour préparer ou fermer le caveau là, rapidement et on disparaît. Même si ça n'a pas de sens, mais on comprendra quand même que ce monsieur-là, il a vécu une mauvaise vie par rapport au village, mais voici quand même ses restes. Et ça peut servir de leçon aux autres pour dire que comment vous avez vu tel type-là, comment on a traité. Et là aussi, quand on envoie le corps au village, c'est qu'il y a une famille. Il y a une famille qui reçoit et qui doit traiter, disons, recevoir les condoléances et faire cela. Mais s'il n'y a pas de repère et qu'on jette et qu'on part, c'est fini, c'est effacé. Mais ce que nous voulons, ce que nous apprécions dans tout ça, c'est qu'il y a quand même le souvenir qui est là. On a quand même respecté. Parfois, ce n'est même pas sa volonté, hein, mais on le fait parce que par devoir d'immortalité, d'immortaliser ce monsieur-là, on le fait. Mais il y a quand même une condition. La condition, c'est qu'il faut qu'il y ait une tombe. Oui. Parce que parfois, si vous le mettez dans un trou... le docteur Toklo qui voulait appuyer... Oui, mais je suis dans une tombe parce il faut une tombe, il faut la construire. On va aller construire tout ça et on va... Oui, mais parfois, on ne construit pas, on oublie et puis il rit palazia, comme on dit. Donc, c'est la même chose. Et vous savez aussi, parfois, nous sommes obligés de ramener le corps quand, comme vous l'avez si bien dit, quand notre fille tombe malade et qu'on la récupère, et lorsqu'elle crève chez nous, nous avons l'obligation de ramener le corps à ses maris. Oui. Parce qu'elle appartient désormais à cette famille. Et comme on le dit là, généralement, on dit que la femme, on l'enterre dans sa cuisine, la tagimata, comme on le dit. Faut-il préciser que ça, c'est spécialement chez la communauté Moussé? Oui, oui. Mais je suis là en tant que Moussé. D'accord, ok. Docteur, vous avez la parole. Merci. D'abord, la question qui consiste à dire est-ce que tous les corps doivent être rapatriés. Il a bien dit qu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui sont même nés ici, qui sont arrivés à N'Djamena ou dans d'autres localités les années 50. Moi, j'étais par exemple à Massaguet, j'ai trouvé un chef de race, de Sarah, il est de Kilo, mais c'est 50 et quelques. Il est marié avec des musulmans, et puis on ne peut pas savoir même qu'il est de la région. Donc, une telle personne-là, si elle est décédée, je crois que tous ses enfants sont nés là, ont grandi là, et donc on peut l'enterrer là où ça doit se faire. Mais si lui, il exige que s'il meurt, il faut qu'on transfère le corps, là, si les parents, c'est comme ça, il le dit là, si les parents sont encore au village, ils vont le faire. Mais maintenant, de façon générale, c'est comme il a dit également, quand vous voyez chez les Moussé ou chez les Boaba, par exemple, du Burkina Faso, dans le village, par exemple, de Nazi Boni, moi j'y étais une fois, mais les tombes là, c'est juste à l'entrée. Et les gens restent dessus comme ça pour causer. Hein? Ils restent dessus pour causer. Même par exemple, vous savez, la grande ville du Burkina qu'on appelle Gawa, vous allez voir des concessions, vous louez mais avec des tombes. Hein? Vous êtes étranger, mais vous louez des concessions avec des tombes. Et ils sont habitués. Hein? Moi, j'ai vu une compatriote musulmane qui était là au départ, dit qu'elle avait trop peur quand ils sont arrivés. Mais après, là, elle-même est couchée sur ça, est restée. Et donc, c'est cette communion-là. C'est ça qui est très important. Hein? Donc, également, par rapport, on dit
importants et non importants. Mais socialement, c'est pas bon de dire qu'un tel corps n'est pas important, mais quand je vois, moi j'ai fait des consultations, j'ai été à Gonogaya, c'est vers le 2002 ou 2004, j'ai vu des tombes, et jusqu'à présent c'est resté dans ma tête. On a entouré avec des bons bois là, durs, et on dit qu'une telle personne là, c'était un grand agriculteur ou ceci, cela. Et c'est l'équivalent des caveaux aussi. Hein? Parce qu'ici, il y en a qui ont des caveaux, d'autres n'ont pas de caveaux. Et ça, il y avait déjà dans la culture Mossi là, également, qu'il y a des gens qui méritent des tombes et d'autres pas également. Hein? Donc, si, normalement, il y a une exigence, une nécessité, on doit rapatrier le corps pour qu'il reste en communion avec les autres. C'est une vie perpétuelle. Hein? Et les corps qu'on a ici, comme j'ai dit, c'est comme un abandon. Le contact est coupé. Hein? Et les enfants même ne savent rien. Hein? Et ce qui fait que ce n'est pas mauvais de rapatrier lorsqu'on a les moyens nécessaires pour le faire. Hein? Parce que ça répond à des besoins sociaux, culturels, religieux, etc. etc. Je voulais ajouter quelque chose. Je voulais donner un exemple qui est en cours même, par exemple, à Sans-Fil. C'est justement la question. Au niveau de Sans-Fil, on est en train de vouloir construire des boutiques et que la population s'est levée. Ils disent non, ça ne peut pas aller comme ça parce que c'était la cimetière où on enterrait les musulmans et les chrétiens. Et pourquoi tout ça signifie qu'aujourd'hui, même les entourages, les habitants de la zone sont rattachés, malgré qu'on les visite, ils sont rattachés à ces tombes. Et tu vas vouloir qu'un jour là, tu auras la conscience pour construire un hangar là. Mais généralement, c'est ceux qui ne veulent pas contribuer, donner quelque chose pour qu'on rapatrie le corps là. Comme ils sont grands, ils vont dire non, il n'a jamais fait l'autre année. Parce que si on dit allons amener le corps au village, on va dire bon, cotisons. Ils refusent de cotiser, ou soit ils ne veulent pas aller au village. S'ils ne partent pas au village... Généralement, c'est les gens du village qui ont cette réaction. Non, parce que les gens du village, ils exigent, ils n'ont rien, mais ils exigent qu'on amène le corps. Oui, mais c'est plutôt... Mais on a eu des cas où ils ont pratiquement rejeté le corps parce que cette personne, depuis qu'elle était coupée du village, elle n'est jamais revenue. D'abord, quand tu vois réellement, ce ne sont pas avec le défunt et ceux qui parlent là, ils ont un lien écarté. C'est ceux-là qui, des fois, ils ne veulent pas. Mais s'ils sont vraiment, ils ont un lien de sang, ils vont pas repousser. Des fois, on est parents, mais il y a des liens de sang, il y a les liens, et c'est ceux-là. Quand ce n'est pas des liens de sang, c'est simplement Moussé Marba ou dans la zone Kouré, comme ça, il va dire non, qu'est-ce qu'il a fait? Mais quand c'est dans ton sang, tu ne peux pas oser. Mais comme c'est les autres qui contribuent et que tu n'as rien, tu subis dans ton cœur les œuvres de... quand un pauvre doit se plier, hein, donc aux décisions. Si tu non, on te laisse la charge, tu ne pourras rien faire. Donc j'espère que, je pense que rapatrier un corps au village, c'est pour moi, je peux même dire que c'est un acte de bravoure. Et aujourd'hui, malgré, je reviens sur l'ancien président Hissène Habré, qui est enterré à Dakar. Et qui sont musulmans. Qu'ils soient musulmans. Mais pourquoi? C'est qu'ils sont, plusieurs musulmans sont morts en France qu'on les a amenés ici pour les enterrer. Mais pourquoi on ne peut pas les ramener? Voilà. Et donc, au moins, c'est le président de la République. Donc, je suis avec ceux qui disent qu'un jour, on va rapatrier le corps. Ce n'est pas question de la religion, c'est notre valeur à nous. Donc, mais pourquoi ceux qui sont morts en France, qui sont morts aux États-Unis, on a ramené là, ils ne sont pas des musulmans? C'est écrit où? Alors, quelles sont les implications financières de ce rapatriement? Professeur, comme vous venez de le dire, il y a eu des cas où des familles se sont endettées simplement pour rapatrier le corps au village et ils payent pendant longtemps les dettes de ce rapatriement. Est-il vraiment nécessaire de s'endetter pour aller enterrer un corps au village? La question n'est pas de dire si c'est nécessaire ou pas. Généralement, quand vous êtes vivant, même quand vous êtes mort, la solidarité n'est pas aussi automatique qu'on le croit.
Parfois, il y a des gens qui meurent tout simplement parce qu'il leur manque 1000 francs ou 5000 francs pour acheter la Nivaquine ou un quelconque traitement. Mais c'est quand vous décédez que toute affaire cessante. C'est toute affaire cessante. Quelqu'un décède à minuit, à 1h du matin, on va appeler tout le monde pour ameuter. S'il décède vers 4h du matin, tout le monde est au courant. Et c'est en ce moment que la solidarité doit battre son plein. C'est-à-dire on a l'impression que les morts coûtent plus cher que les vivants. Ah oui. Mais en fait, est-ce que ce sont les morts en tant que tels? Moi, je pense que c'est une façon de démontrer dans la communauté que nous sommes capables etc. Mais au-delà de tout ça, on sait très bien que généralement, après la mort de quelqu'un, il y a tout un malheur après. Parce que dès qu'on a fini d'enterrer un individu, sa famille est délaissée. Ses enfants sont délaissés. Chez nous, traditionnellement, lorsque vous êtes un grand cultivateur, on trouve le grenier, on répand le mil. Si vous avez beaucoup de bœufs ou des chèvres et tout ça, on prend, on égorge, on mange. Et puis, on vous laisse sur la dèche. Mais ces phénomènes, aujourd'hui, en ville, c'est fait de moins en moins. Parce que, généralement, la population, la communauté, chacun a un petit moyen et on cotise. Et c'est ces moyens-là qu'on utilise pour rapatrier le corps, pour organiser les funérailles, etc., etc. Et puis on laisse un tout petit peu la famille un peu en paix. Alors, ça coûte très cher, c'est vrai. Économiquement, oui. Mais culturellement, ça ne peut pas s'expliquer autrement que parce que c'est un problème de mémoire, c'est un problème de culture. Donc on est obligé d'accepter ça. Et évidemment, si vous n'avez rien fait aujourd'hui, on regarde la couleur du cercueil. Est-ce que c'est un bon cercueil ou pas? Moi, je me rappelle d'un oncle avant de mourir qui me disait « Tu vas m'enterrer avec un cercueil blanc. » Bon, lui, il ne m'a pas laissé 5 francs. C'est moi qui ai payé. Mais on le fait quand même juste pour respecter sa mémoire. On a eu un parent ici qui s'appelait Antoine Calco, paix à son âme, avant qu'il décède. Il m'a dit, écoute, moi, si je décède, tu t'occupes de mes funérailles, mais moi, je vais être enterré auprès de mon père. Donc, à courir là-bas. Or, ses frères, ses grands frères, ils sont vers Guelendin. Ils ont dit, il n'est pas question que le corps quitte ici pour aller directement au village. Donc, on a trouvé un compromis. On a dit, on va vous prêter le corps pendant 1 an. On a fait une sorte de caveau. On l'a mis là pendant 1 an. Et puis, j'ai dit, bon, vous avez fini de pleurer? Oui. Et puis, on s'est entendu, on a ramassé ses restes et puis on est parti l'enterrer au fin fond du village. Donc voilà, ça c'est un problème, mais ça c'est ce que vous allez faire pour votre mère. Mais ce sont des choses qui ne s'expliquent pas, c'est totalement irrationnel. Si on doit tenir compte des coûts réels, des bénéfices, des retombées, des ceci, etc., il n'y a absolument rien. Mais on le fait simplement parce qu'on doit le faire. Merci. Docteur, écoutez, tous les panélistes ici, on s'accorde à dire que le rapatriement de corps est important. Ça veut dire que le lieu de sépulture a une importance sociale. Qu'est-ce que, en tant que sociologue, vous pouvez dire à ce sujet, avant de passer la parole au chef de race qui voudrait bien intervenir? Merci. C'est comme nous sommes convenus que c'est une nécessité. Et le plus souvent, parfois, quand il y a des cas de décès, on a déjà souligné. Ceux du village même exigent le corps. Allez, bien qu'ils ne contribuent même pas à 5 francs. Voilà la question. Envoyez-nous le corps, mais financièrement, ça... Vous n'allez pas laisser mon frère. Parfois, bon, comme on dit, avec le décès, il y a plusieurs contributions. Partout, les gens essaient de réagir et si ça suffit, on peut amener. Mais si on n'arrive pas à avoir ce qui permet d'amener le corps, mais on ne peut pas faire autrement. Là, on va enterrer ici. Okay, oui, j'allais simplement compléter le professeur pour dire que c'est vrai, lorsque l'un de notre décès, qu'on rapatrie le corps, il y a vraiment des dépenses énormes, c'est vrai. Et chez nous encore, la tradition exige que, comme il a si bien dit là, c'est comme s'il faut aussi détruire ses biens, ses restes aussi. On trouve les greniers, on répand le mil,
on prend les animaux, on les égorge par-ci, par-là. Et non seulement ça, si vous n'avez pas aussi ça, on va s'endetter aussi parce que... Mais tout ça, les parents ne calculent pas. Ils Voilà. ne calculent Est-ce pas que tout cela est Ils ne nécessaire? calculent pas. Et non seulement ça, lorsque nous rapatrions le corps, nous courons beaucoup de risques. Combien d'autres personnes ont perdu leur vie en rapatriant ces corps? Parfois, c'est des gens qui nous disent que si vous ramenez mon corps là-bas, là, vous n'allez pas arriver. Moi, j'avais mon grand frère qui était décédé. Il dit que mais s'il décède là, on l'enterre à Gunungaya Centre. Qu'on ne le ramène pas au village. On a dit, non, on est obligé de... Quand il était décédé, il nous a dit, si vous allez me transporter, je vais pousser comme une herbe sur vous. Nous avons dit qu'on va voir ça. Il vous a menacé. Ah oui, oui. On a dit qu'on va voir. Et effectivement, il est mort à l'hôpital. Quand on était sorti avec le corps, mais arrivé juste en sortant, là, si vous connaissez Père Gaïa, en sortant juste de la ville, là. Ouais, derrière le lycée. Et les porteurs ont perdu l'équilibre. Et je me suis rappelé ce qu'il avait dit. J'ai dit, non, on ne peut pas faire, je ne peux pas dire ça aux gens, mais on ne peut pas faire autrement. On est enterré, on est allé l'inhumer au village, et on a fait comme quelqu'un l'a dit, là, on a mis les gros bois pour dire que voilà, c'est ça tombe, et c'est là, ses fils, ses petits-fils peuvent revenir. Malheureusement, un autre parent qui est décédé et qu'on a ramené sa famille, là, les femmes ont commencé par couper les bois. Pour faire la cuisine avec. Oui, faire la cuisine avec. C'est pour dire que économiquement, c'est vrai, nous, on ne calcule pas. Nous c'est de ramener le corps, point. Le reste, c'est pas grave. Il y a aussi un autre problème, et en ce qui concerne il y a assez de conséquences. C'est vrai que ce n'est pas simplement le moyen. C'est ceux qui, des fois, ils sont intervenants, ils n'ont pas le moyen de voyager. Quand il y a un corps comme ça, ils profitent pour augmenter le nombre de ceux qui ramènent le corps au village là. Et vous allez louer. Si c'est simplement mettre dans un pick-up et prendre 6-7 personnes pour aller faire le deuil là, et ça ne coûte pas autour de 100 000, on peut, ou 150, on peut amener un corps. Mais il y a des femmes commerçantes ou bien des gens commerçants qui partent comme ça pour de retour là, prendre 2 sacs, 3 sacs dans le reste de la bourne. Et c'est ceux-là qui rendent la vie difficile pour ceux qui contribuent pour ramener le corps au village. Et aussi, comme dit le grand, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie en ramenant le corps. Justement, j'allais vous demander, est-ce que vous avez une expérience là dans ce domaine? Est-ce qu'il est nécessaire d'amener un corps pour revenir encore avec des morts? Des fois même la caisse, en route seulement, la caisse sort même, vous faites al final, la caisse sort, ça tombe même dans l'autre, là il y avait plusieurs blancs. Mais on ne peut pas s'arrêter parce que en partant, on a fait le grand. Mais combien de fois on écrase même les gens sur le goudron ici, là, par jour? Si vous comptez les accidents sur la route ici, est-ce qu'ils ont ramené le corps au village? Ce sont des exceptions. Voilà, donc il ne faut pas diaboliser à 100% ce qui ramène au village. Et d'autres, ils sont nés ici. Moi, je suis né ici. Tu ne vas jamais permettre que moi, mais vous, au moins, vous partez chaque fois au village. Mais vous investissez au village. Mais il y en a qui sont assis ici, c'est terminé. Ce n'est pas de fait. Même si c'est l'avion qui tombe en moi aux États-Unis, vous allez chercher, mais pas mettre dans la caisse pour amener. Vous n'allez pas me laisser ici. Ok. Professeur, à l'entame du débat, vous avez évoqué un de vos ouvrages où vous avez abordé la question. On peut vous donner quelques instants pour nous parler de cet ouvrage et quel est l'aspect que vous avez abordé dans cet ouvrage? Non, le livre est intitulé « Même si mes yeux pleuraient, mes larmes ne couleraient pas. Après tout, qui est mort ne meurt plus ». En fait, c'est un livre qui essaie de décrire un peu le vécu des Tchadiens face à la mort, que ce soit chez les musulmans comme chez les chrétiens ou les animistes. Et où je décris un peu tous les côtés un peu folkloriques du deuil. Où vous avez quelqu'un qui est décédé et les gens qui arrivent, ben, ils ne viennent pas pour compatir avec vous. Il y en a qui viennent pour manger, pour boire, etc. Et ce n'est pas leur problème. Et d'ailleurs, dans nos traditions, que ce soit chez les Moussés, si c'est une grande personne qui est décédée, un vieux, etc., ben, ça devient plus une fête qu'un deuil, à proprement parler. Donc, toutes les filles qui sont mariées ailleurs, elles viennent, etc., mais plus personne ne contrôle qui que ce soit dans ce qui est en train de se faire.
En fait, c'est comme si on était en train d'accompagner quelqu'un à sa dernière demeure tout en festoyant. Et au-delà de tout ça, il y a tous ces côtés de gaspillage où parce que vous êtes quelqu'un d'important, où on va immoler des dizaines de bœufs, des dizaines de ceci pour que tout le monde mange. Où vous allez trouver un deuil qui ne finit pas. C'est pratiquement tout un mois. Vous avez des gens qui quittent le village, qui viennent ici, dans la capitale, et puis ils sont là du matin au soir. Ils prennent le petit déjeuner, ils mangent à midi, ils mangent le soir, etc. Et ils ruinent toute une famille. C'est ce côté un peu ubuesque-là que moi, je décris. Et au-delà de tout cela, c'est que vous avez aussi des gens qui sont notoirement malhonnêtes. Moi, j'ai décrit dans ces livres le monsieur au cahier. Par exemple, dès que quelqu'un est décédé, la première des choses que ce monsieur fait, il sort 150 francs, il achète un cahier, il a sa règle, et puis il se met à tracer et il attend. Si vous donnez pour enregistrer les contributions. Voilà, qui a donné, qui n'a pas donné. Mais on sait qui doit donner et qui ne doit pas. Il y a certains qui viennent avec 1000 francs, mais il y en a qui viennent avec 50 000, il y en a qui viennent avec 100 000. Parfois, ils regardent s'il n'y a personne. Si vous mettez, vous donnez 50 000, il va mettre 10 000. Et puis le reste, il met en poche, sans honte. Mais on sait que ce n'est pas normal. Mais c'est tout ce côté ubuesque-là qui est un peu décrit et dans ces livres, en se disant, mais en fait, pourquoi on en fait tant? Moi, j'étais au Congo au début des années 80. À l'époque, à Brazzaville, ils appelaient ça le matanga. Donc, quand il y a eu une place mortuaire, ils font exactement comme nous, on le fait aujourd'hui. Donc, ils sont là du matin au soir, ils mangent, ils boivent, etc., etc. Puis, à un moment donné, ce phénomène a disparu. Le corps est là, on le met dans une morgue quelque part. Et puis, si vous venez, vous dites bonjour, vous attendez, il y en a qui chantent un peu, etc. Le dernier jour, tout le monde cotise pour acheter un peu de jus et tout. On s'en va, on l'enterre et on revient, on finit, l'affaire est réglée. Aujourd'hui, économiquement parlant, c'est intenable quand vous perdez quelqu'un. C'est complètement intenable. Mais à mon point de vue, ce sont des phénomènes qui vont être résorbés par la crise économique. C'est comme des phénomènes de mariage, comme des phénomènes de faire beaucoup d'enfants, etc., etc. C'est l'économie qui va commencer par dicter un moment donné où on va se rendre compte que ça ne sert absolument à rien de se ruiner pour accompagner quelqu'un qu'on aime. Et ça aussi, cette histoire de venir donner dans le cahier, moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Parce que cet argent-là, tant qu'il n'est pas fini, si vous mettez 1 million, tant que ce n'est pas fini, personne ne quitte. Et du coup, quand ils ont fini de cotiser et de tout manger, ils disparaissent du jour au lendemain et on abandonne la veuve et on abandonne l'orphelin. Mais vous n'êtes pas d'accord, vous participez? Moi, moi je viens, parfois ça m'arrive, j'ai ma part, je mets ça dans la poche, je vais peut-être mettre 10 000 ou 5 000, et puis le jour où tout le monde est parti, je reviens vers la veuve. Et puis vers l'orphelin, je dis, bon, toi, avec tes enfants, fais ceci. Si tu as un enfant qui va à l'école, je pose la question, est-ce qu'il a été inscrit, etc. Je peux l'aider pour qu'il continue. Au lieu de tout manger, tout finir, et puis ensuite s'en aller comme si de rien n'était. Donc ça, c'est des solutions, mais il faut qu'on y pense. Les mentalités doivent évoluer. Par rapport à son livre, là, quand il dit les gens, il met une partie, est-ce que ce n'est pas arrivé, le phénomène de couper l'argent là, ce n'est pas arrivé au moment où la corruption, le détournement du cadre gangréné, que ça a investi toutes les sociétés. Jusqu'aux cotisations funèbres. Parce que les parents avant, ils ne font pas comme ça. Est-ce que le livre est écrit en quelle année? Si c'est maintenant, c'est vrai que la corruption, tout ça, c'est déjà devenu quelque chose de légal. C'est un livre écrit en 2021. Ah, 2021, c'est vrai que ça, nous sommes enracinés par des mauvaises habitudes. Donc, c'est au village, il n'y a plus de hommes honnêtes dans ces pays-là, quand on le trouve. Donc, c'est normal que ça, c'est la culture que nous avons imposée par nos comportements, nous qui touchons l'argent public ou bien comme ça en met tout le temps. Donc, ça, je n'en doute fort. Sinon, entre-temps, quelque chose qui appartient pour le deuil, là, les gens se méfient. Oui, se méfient. Mais tout à l'heure, on a évoqué la question de morale aujourd'hui. Voilà, tout est banalisé. Donc, au village ou partout,
comme je disais, normalement, les hommes honnêtes, on les trouvait au village, mais maintenant, ils sont il n'y a devenus... plus personne. Il n'y a plus personne. Non, mais c'est ça- parce qu'on les a influencés, nous, qui venons dans le... Voilà. Non, ça aussi, ces derniers temps-là, c'est réglementé dans les villages. C'est-à-dire que si on ne vous désigne pas, vous n'êtes pas autorisé à prendre des cahiers. On voit votre moralité avant de vous confier une responsabilité. Là aussi, si c'est une grande dame... Ça, là, vous parlez du village là-bas ou vous parlez de N'Djamena à N'Djamena, Walia? Non, non, on parle des... À Walia, que ce soit là. des Pas villages. seulement à Walia, même à Gassi, à Moussal, c'est partout. N'Djamena là. Et généralement, même ici à N'Djamena, dans notre communauté, à moins que des familles se prennent autrement, sinon on s'entend toujours pour désigner quelqu'un. Et c'est vrai, hein, nous avons vu des cas, ce qu'il dit là, c'est vrai. Quand on les a appelés pour nous rendre compte, là, ils hésitent, non, mais l'argent là, ceci, c'est là, on en a vu aussi. Mais généralement, c'est quand on ne désigne pas quelqu'un et que la personne s'autoproclame, alors là, attendez-vous à des surprises. Sinon, au village, c'est clair. Vous êtes chargé de recevoir la belle famille. Les autres, c'est de recevoir les filles. L'autre, c'est les tout venants. C'est clair. Et là, au moins, il y a un secrétaire, il y a un président, il y a un, je ne sais pas, un assistant. Aujourd'hui, même au village, quand nous, on arrive, avant, quand on arrivait, on sait qu'il y a la délégation qui est venue de N'Djamena, la délégation qui est venue, etc. Les gens du village s'organisent. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement pas ça. Nous, quand on part au village, on part avec notre nourriture. Maintenant, c'est ça. Plus personne ne te Docteur, donne même pas de nous avons, l'eau. c'est vrai, de la parole Ils pendant prennent la un viande et moment. puis ils s'en vont avec. Entre nécessité culturelle ou sociologique et précarité financière, quelle alternative pour la question de rapatriement des morts? Moi, je vous laisse tout le temps de dire ce que vous avez. Vous avez 1 minute et ça fera en même temps votre mot de fin. Merci. Parce qu'il nous reste pratiquement 4 minutes pour la fin de l'émission. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rapatriement de corps est un phénomène qui va continuer. Parce que nous voyons seulement de la capitale vers nos villages. Alors qu'entre les villages, il y a ces transactions. Entre les villes, il y a ces transactions. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, par exemple. C'est 2002 toujours, dans le cadre de mes enquêtes, au niveau de Kiabé, il y a une ville qu'on appelle Rijibo. Rijibo, c'est le village de l'autre, de Kabadi. Dendjebo. Oui, Djibo. Donc, il y a un canton qui est à côté. Mais le canton, il n'y a pas beaucoup de population. Mais ce canton-là est plein de cercueils. Et ces cercueils également, de tombes. Ouais. Tombes, on met des jarres avec des calebasses, un système que je n'ai pas vu ailleurs. Je pense que ça existe aussi chez les Moussais, mais pour les femmes. Donc, j'ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi je ne vois pas les tombes dans cette grande ville-là? On dit, quand tu meurs ici, là, on te ramène là-bas. Donc, c'est quelque chose qui va se poursuivre. Peut-être au niveau d'ici, les problèmes financiers vont limiter cette façon de faire avec le temps. Mais entre nos villages, là, ça va continuer. Et les conséquences, c'est en termes financiers, en termes de logistique, quand c'est d'ici. Mais il y a un autre aspect qu'on n'avait pas bien discuté encore. Au niveau de la religion, quand quelqu'un meurt, son corps n'a plus de valeur. On dit que c'est la terre qui doit repartir à la terre. Mais en même temps, on dit que ce corps qu'on enterre là, le dernier jour, il va se réveiller. Et ça, également, ça montre une nécessité pour que tous ces phénomènes-là, peut-être que ça se passe au niveau du village, dans la communauté, pour être rassuré que, voilà, peut-être qu'ils vont tous se voir le jour où ils vont se réveiller, mais si l'autre est de l'autre côté là-bas, on ne sait pas. Donc, c'est une nécessité qui va continuer, mais les dépenses, c'est ça justement que, comme le professeur a dit, avec le temps, ceux qui ont des moyens vont le faire, ceux qui n'ont pas des moyens, ils vont se débrouiller. D'accord. Député Amoula, vous avez 1 minute pour votre mot de fin. Pour moi, aussi, je suis en train d'analyser, la population est en train de grandir. Je prends un village comme Éré, où quand on amène même le corps, on n'enterre pas en ville. Parce qu'il y a un coin à l'intérieur où, maintenant même là, c'est presque la saison de pluie, là, on n'a plus d'espace. Est-ce qu'ils vont créer, on va avoir un autre lieu pour enterrer? Et ça sera un problème. Même maintenant, c'est la démographie de la population. Peut-être que ça, c'est le sociologue qui est bien placé pour nous décrire plus tard. Peut-être qu'on va, on ne sait pas, nos champs là, on va enterrer et puis encore cultiver peut-être autour de ces tombes-là, peut-être tout ça. Mais pour moi, il faut qu'on reste toujours attaché à notre valeur.
Dieu, quand il a créé la terre et le ciel et tout ça, il nous a donné notre culture. Et c'est cette culture-là, l'essentiel, qu'on sait qu'il y a un être supérieur que nous, mais notre culture, on devait respecter la valeur et qu'on doit rapatrier le corps là, dans des conditions normales. Alors, doit-on s'endetter pour respecter notre culture si on n'a pas les moyens? Mama Garba, vous qui êtes chef de race, votre lecture de la situation et votre mot de fin en même temps. Moi, je crois que, à moins qu'avec l'évolution, c'est peut-être les générations qui vont changer. Mais si c'est notre génération, on va toujours enterrer nos morts, les personnes qu'on pense qu'elles méritent une tombe au village, on va les personnes méritées là. Non, mais non. Sinon, une personne là, on va enterrer juste nos morts au village. Comme ça, c'est lui qui a la parole. Un jeune qui n'est pas marié, un jeune qui est une jeune fille ici, on ne l'amène pas obligatoirement au village. Il n'y a pas un corps qui est supérieur à... Non. Sur ce plan-là, on fait toujours la différence, s'il vous plaît. Parce que, comme il a si bien dit, là, un jeune, un enfant qui n'a encore rien fait, on peut supporter de l'enterrer auprès de soi quelque part, de tout Koraouet quelque part. Mais quand c'est une grande personne comme député, là, est-ce qu'on va vraiment l'enterrer ici? Et si le député n'a rien fait pour son village? On va l'amener toujours. On ne va pas le garder là, on ne va pas le garder, l'enterrer ici. Et là aussi, vous voyez, comme on a parlé de la solidarité, cette solidarité jusqu'à là existe encore. Oui. Et c'est pourquoi nous avons la possibilité de le faire. Mais viendra peut-être, bon, pour certains même c'est de l'orgueil. Une fois on a même dit, bon, même si nous n'avons rien, louer une 404 et puis amener le corps au village là, pour le faire parce qu'on n'acceptera pas que ce parent-là soit enterré ici. Et là, justement, une pick-up avec 5-6 personnes a conduit le corps au village. Vous voyez que les choses là s'améliorent au fur et à mesure. Mais maintenant, avec l'évolution là, comme on dit, les translateurs internes même là, maintenant, quelqu'un meurt à Djaro, par exemple, au village, on envoie le corps à Mundu d'abord, parce qu'il faut que, regarde, on va préparer aussi ça. Ça veut dire aussi... Hein? C'est des problèmes de moyens. Ah, voilà. Donc, mais ça aussi, c'est le problème des vivants qui restent là. Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il a des parents capables de s'occuper? Si c'est une dame, ou bien c'est un homme, est-ce qu'il a des enfants et des parents qui peuvent s'occuper, pleurer dignement leurs parents, en préparant un caveau, en faisant ceci, cela. Là encore, même maintenant, c'est même devenu plus économique. On dit que, comme on n'a pas les moyens, parfois, quand on a fait la première tombe, on met premier niveau, et puis quand le corps prochain arrive, on met au niveau 2. Et ça aussi, vous voyez, les choses s'améliorent au fur et à mesure. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va toujours continuer à transférer nos corps au village, même si à Bongor, quand on arrive à Bongor, on nous dit que nous, c'est un Fatine Vadia. Nous, on va quand même continuer à Fatine Vadia. D'accord, professeur Abouksouma, votre mot de fin. À mon point de vue, c'est un phénomène qui sera régulé entre les générations. Aujourd'hui, lui et moi, on se connaît. Mais nos enfants ne se connaissent pas. Ils ont complètement changé. Il y en a qui sont devenus musulmans, qui sont devenus ceci, qui se sont mariés avec d'autres. Ça dit qu'avec le temps, la solidarité, telle que je suis en train de la voir, va s'effriter. Et donc, du coup, plus personne ne va commencer à le faire parce que nous, on commence déjà par le savoir. Par exemple, quand on perd quelqu'un, même ses propres enfants, là, ils ne sont pas si impliqués que ça. Ici, même ici à Walia ou ici à N'Djamena, leurs propres enfants, ils sont là, ils disent, bah, c'est une histoire des frères, une histoire de ceci, c'est pas leur problème. Ils attendent que ceux qui ont les moyens fassent quelque chose. Eux, ils ne lèvent pas le moindre petit doigt. Donc, à mon point de vue, c'est un phénomène qui va continuer, bien sûr. Et les religions vont entrer là-dedans, donc avec le niveau culturel, au niveau de ceci, peut-être qu'on ira vers les nouvelles formes, comme par exemple en Inde où on incinère le corps. Actuellement en Europe, ils ont déjà de nouvelles pratiques pour diluer le corps humain, la chair, pour devenir pratiquement non pas seulement une escalette, ça devient un engrais ou quelque chose comme ça. Ça se fait aux États-Unis ou ailleurs, parce qu'on se rend compte que ça coûte trop cher, ne serait-ce que les cercueils et autres. Donc les esprits vont évoluer, et puis petit à petit, peut-être que ça sera quelque chose qui est ancien, mais il faut toujours le mettre dans la tête que les bagarres culturelles vont toujours continuer. C'est ça.
Parce que après, quand on veut revenir à nos terres, il faut que quelqu'un démontre que c'est ma terre. Et pour démontrer que c'est ma terre, c'est ça la tombe de mon père, c'est la tombe de mon grand-père, etc., etc. Donc, ce sont des phénomènes, d'une façon ou d'une autre, auront la vie dure. Mais on espère que ça ira dans le meilleur des cas sans engager des dépenses catastrophiques pour rendre quelqu'un encore beaucoup plus pauvre. Voilà, amis téléspectateurs de la chaîne citoyenne, c'est ici que prend fin notre émission d'aujourd'hui. Nous avons discuté de la question du rapatriement des corps au village. Est-il un geste de dignité ou une charge pour les communautés? Du point de vue des panélistes ici présents, ce phénomène a sa raison fondée et doit continuer. Et comme le disait le professeur, cela reste une bataille des générations. Si vous venez de nous prendre en marche, vous ne perdez rien. Vous pouvez toujours vous rendre sur la page Facebook d'Electron TV où le débat peut continuer. Au revoir et à la semaine prochaine. Bon, vous auriez dû inviter un musulman aussi. Voilà. TV, la vision du futur.